Je vous propose aujourd'hui le premier numéro d'une série sur le théâtre grec antique. Sous le titre Les usages du théâtre, je vous propose une promenade dans quelques-uns des grands théâtres bâtis en Grèce dans l'Antiquité. Et je vous propose au fil de cette promenade de réfléchir aux usages que l'on pouvait faire dans les cités grecques d'autrefois, du bâtiment qui a été construit, du spectacle que l'on pouvait y donner. Donc une réflexion sur le théâtre, sur les usages du théâtre, sur la place du théâtre dans l'Antiquité grecque, classique et hellénistique. La première étape de cette promenade dans les théâtres grecs de l'Antiquité va nous emmener à Athènes. C'est à Athènes que les choses commencent. C'est dans le théâtre de Dionysos que les choses commencent. Et donc, il est légitime de commencer par Athènes, mais nous irons nous promener, comme nous le verrons par la suite, si vous avez la bonté de suivre les 3 autres numéros de cette série, nous irons nous promener dans les théâtres d'Épidore, de Delphes et de Dodone, où nous verrons des usages différents de ce que l'on peut faire à Athènes. Donc à Athènes, nous visiterons le théâtre de Dionysos, et ce sera l'occasion de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler l'esprit du théâtre, l'esprit du spectacle, c'est-à-dire la nature de la tragédie ou de la comédie et sa fonction et sa raison d'être. L'esprit du spectacle, de quoi s'agit-il quand nous envisageons une pièce de théâtre antique? Le théâtre de Dionysos s'est situé à Athènes, sur le flanc sud de l'Acropole. Si vous connaissez un petit peu Athènes, vous repérez là le nouveau musée de l'Acropole. Sur le flanc sud de l'Acropole, où ce que l'on voit aujourd'hui, évidemment, c'est le dernier état du théâtre antique. Il a évolué au fil du temps et nous voyons en fait le théâtre tel qu'il était à l'époque romaine, la ruine du théâtre tel que le théâtre était à l'époque romaine. Il y a donc tout un parcours, toute une histoire de ce théâtre. Sur le flanc sud de l'Acropole, il y a 2 théâtres aujourd'hui. L'autre théâtre, c'est celui que nous appelons l'Odéon d'Hérotaticus et qui se trouve être en fait un théâtre romain doté d'un mur de scène assez imposant, comme vous le voyez. Si vous avez participé à un spectacle sur les flancs de l'Acropole dans un théâtre antique, c'est dans l'Odéon d'Hérodaticus que vous êtes allé, et pas dans le théâtre de Dionysos dont je vais parler, parce que celui-ci n'est pas en bon état et ne permet pas de recevoir le public. Il peut recevoir des visiteurs qui sont à l'extérieur du théâtre, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur du théâtre pour des raisons de sécurité, sécurité du bâtiment surtout, donc de façon tout à fait nette. Donc 2 théâtres sur le flanc sud de l'Acropole, il faut dire qu'ils sont situés à peu de distance l'un de l'autre. Le théâtre de Dionysos dont je parle, c'est donc celui qui est là, au pied de l'Acropole, au pied du Parthénon, comme vous voyez, et l'Odéon d'Hérodaticus est à une bonne centaine de mètres à l'ouest de celui-ci. C'est l'occasion de rappeler que les flancs de l'Acropole, les flancs sud en particulier de l'Acropole, sont un lieu intéressant, un site archéologique à part entière, et que l'Acropole ne se réduit pas au Parthénon sur la colline. Cela, ce serait un autre sujet, une autre promenade peut-être. Alors, nous promenant donc sur le flanc sud de l'Acropole, nous promenant dans le théâtre de Dionysos, eh bien, nous pouvons remarquer qu'il est possible de qualifier le théâtre dans la cité des Athéniens de l'Antiquité de théâtre national populaire, et donc de lui reconnaître une double nature. Une nature nationale, on pourrait dire politique, hein, plus précisément, et une nature populaire, et ce sera l'occasion d'insister sur la dimension religieuse du spectacle. Théâtre politique et religieux, ou nature politique et religieuse du théâtre. Le spectacle théâtral est dans la cité des Athéniens, si on aborde la question sous l'angle politique des choses, le spectacle théâtral n'est pas seulement une activité de divertissement. Il fait partie intégrante de la vie de la cité. La cité, c'est une communauté d'hommes et de femmes, et les membres de la communauté doivent participer, chacun à leur place, chacun dans la mesure de leurs moyens, à l'illustration, éventuellement à la défense de la cité. Les hommes participeront à la vie politique et à la prise de décision, ils seront citoyens. Les femmes ne seront pas citoyennes dans ce sens-là, mais elles seront membres de la communauté de manière générale. Les citoyens participent à la défense de la cité, éventuellement sur le plan militaire,
militaires, Socrate est soldat par exemple, et en fonction de leurs moyens matériels, les citoyens peuvent participer à la défense ou à l'illustration de la cité d'une autre façon. S'ils sont suffisamment fortunés, ils pourront participer à l'équipement d'un navire de guerre, par exemple, hein. Et s'ils sont moins fortunés, ils pourront participer à l'organisation d'un spectacle théâtral. Cette mission dévolu aux citoyens de contribuer éventuellement sur le plan financier au fonctionnement de la cité. C'est ce que l'on appelle dans l'ère essentielle une liturgie. Eh bien, le spectacle théâtral, c'est une liturgie. C'est-à-dire que périodiquement, un citoyen devient corrège, devient chargé de l'organisation du spectacle. Il va former les acteurs, payer les musiciens, acheter des tissus pour fabriquer les costumes, etc. Le théâtre est donc une activité à la charge des citoyens ayant les moyens matériels de rendre cette activité possible. Mais le théâtre, c'est aussi un spectacle offert aux citoyens, et en ce sens, le spectacle n'est pas réservé à un public aisé. Au moins au 5e siècle, au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, la cité a abondé un fonds particulier, il y a des mots grecs pour dire cela, un fonds particulier qui permet de rendre accessible le spectacle théâtral aux citoyens trop pauvres pour pouvoir acheter le billet, disons, pour simplifier. Il y a un fonds d'indemnité qui permet de financer cela. Ce fonctionnement de la cité peut être envisagé sous l'angle budgétaire. On sait que, par exemple, les citoyens participant aux réunions de l'Assemblée reçoivent une indemnité pour compenser leur journée de travail. Les citoyens qui sont élus ou tirés au sort pour participer au tribunal, par exemple, eh bien, reçoivent aussi une indemnité. Le fait de participer au spectacle théâtral, ce n'est pas le fait de recevoir une indemnité pour compenser la journée de travail, mais c'est avoir la possibilité d'y accéder, même si les moyens que l'on a ne permettent pas d'y accéder de façon ordinaire, en quelque sorte. Alors, donc, c'est la dimension politique, cela aussi, du théâtre. Dimension politique du théâtre également, si l'on considère que les questions qui sont abordées par les pièces de théâtre peuvent avoir une résonance particulière avec la vie politique, avec les débats politiques, avec l'actualité éventuellement. Si l'on prend une pièce comme Les Perses d'Eschyle, c'est la plus ancienne pièce conservée, cette pièce raconte la bataille de Salamine. Elle est créée à Athènes en 472 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 8 ans seulement après la bataille de Salamine. Et donc cette pièce qui raconte la victoire des Grecs à Salamine, ou plus exactement cette pièce qui décrit la défaite des Perses à Salamine, cette pièce, de fait, est à la gloire de Thémistocle, le vainqueur de Salamine. Mais le nom de Thémistocle n'est mentionné nulle part dans la pièce. Cette pièce est montée à Athènes en 472 avant Jésus-Christ par un corrège qui n'est autre que Périclès, qui sera par la suite le leader, on pourrait dire, de la cité des Athéniens. Mais le nom de Périclès n'est pas mentionné, bien sûr, dans la pièce non plus. Donc, en ce sens, il y a une dimension politique du théâtre à Athènes, mais le théâtre athénien n'est pas un théâtre engagé, comme on dira au XXe siècle. Il n'y a pas de prise de parti au sens où l'on prendrait parti pour l'un contre l'autre, où cette dimension-là ne se rencontre pas dans le théâtre athénien. Autre façon de considérer la dimension politique du théâtre, ce serait de considérer que le théâtre, et la tragédie en particulier, permet aux citoyens de prendre une sorte de distance critique par rapport aux faits qui sont retracés dans la pièce, une distance critique entre ces faits et les valeurs héroïques dont se réclament éventuellement les personnages mis en scène. Les anciens ont beaucoup insisté, Aristote en particulier, a beaucoup insisté sur la fonction pédagogique du théâtre. Et donc, la tragédie grecque s'intéresse à l'homme, bien sûr, non pas tellement à l'individu, mais à l'homme en tant qu'il est
comme le dit Aristote, un animal politique. Je reviendrai sur cette notion d'animal politique. Nous dirions, nous, que la tragédie grecque s'intéresse à l'homme en tant qu'il est un être social intégré dans une famille, dans une cité. Donc une dimension politique tout à fait nette. Une dimension religieuse aussi tout à fait nette. Si l'on considère, je reprends le dessin que je viens de montrer, si l'on considère que le théâtre se situe juste à côté du sanctuaire de Dionysos. On voit sur ce plan qu'il y a donc une évolution du théâtre au fil du temps. La partie la plus ancienne du théâtre est figurée ici en jaune sur ce plan, et puis ensuite on voit se développer la dimension spatiale du théâtre, mais juste à côté du théâtre, il y a donc le temple de Dionysos, dans sa position ancienne, dans sa position un peu plus récente. Comme si le théâtre était l'émanation du culte de Dionysos. Comme si, au fond, les cérémonies organisées dans le sanctuaire de Dionysos avaient trouvé un prolongement, un débouché, si l'on peut dire, à l'extérieur du sanctuaire, dans un espace, disons, dégagé, à proximité du sanctuaire, où l'on aurait pu organiser des chants, des danses, les spectateurs s'asseyant sur les premières pentes de l'acropole, et puis petit à petit, un théâtre en bois, enfin, des gradins en bois étant construits, et puis ensuite des gradins en pierre étant installés et agrandis au fil du temps. C'est la dimension religieuse du théâtre doit être évidemment envisagée clairement. Et la dimension religieuse, c'est le lien entre le théâtre et le culte de Dionysos. Lors des représentations théâtrales, la statue de Dionysos joue un rôle important, notamment dans une période où l'on organise de nombreuses représentations théâtrales, ce qu'on appelle les grandes Dionysies, qui ont lieu à Athènes à la fin de l'hiver, une sorte de festival, on pourrait dire, qui est précédé par une procession mettant en scène l'arrivée du dieu Dionysos à Athènes. Donc la statue de Dionysos s'est promenée dans la cité et elle finit par être amenée jusqu'au théâtre situé sur les flancs, de la colline. Donc une procession magnifique, une procession qui est tout à fait spectaculaire et qui est le prélude, en quelque sorte, à l'ouverture de la manifestation théâtrale. Par ailleurs, le lien entre le théâtre et le dieu Dionysos, c'est un lien qui a été questionné par les anciens eux-mêmes. Ils se sont demandé comment on peut interpréter la connexion qu'il y a visiblement entre Dionysos, le temple de Dionysos, la statue de Dionysos d'un côté et le théâtre de l'autre. En quoi ce qui se passe dans le théâtre concerne-t-il Dionysos? Est-ce à dire que, par exemple, il y a dans les thèmes qui sont abordés par les pièces, des thèmes en écho aux pratiques cultuelles du culte de Dionysos? En fait, non, pas vraiment, hein. Il n'y a pas de tragédie dionysiaque, si l'on peut dire. À moins d'imaginer, c'est ce que suggérait Jean-Pierre Vernant, à moins d'imaginer que Dionysos étant un dieu complexe, la figure de Dionysos est une figure tout à fait subtile et contradictoire même. Dionysos incarne finalement la coexistence des contraires d'une certaine façon. C'est une façon aussi de comprendre que le théâtre se situe, la pièce se situe aux frontières de l'illusion et du réel, et que par conséquent, la connexion avec Dionysos est une connexion implicite. En tout cas, on peut considérer que il y a donc un lien très net entre le théâtre et le culte de Dionysos, un lien très net entre le théâtre et le fonctionnement de la cité, que le théâtre a donc une double nature politique et religieuse, que c'est un théâtre politique et religieux, national populaire si l'on veut, pour reprendre la formule que j'employais tout à l'heure. Quand je dis le théâtre, je dis la tragédie. Mais ce qui est vrai de la tragédie est vrai aussi de la comédie. La comédie ancienne, c'est une création athénienne, c'est un genre qui a été créé à Athènes au début du 5e siècle,
Pour nous, ce genre se réduit aux pièces d'Aristophane. Nous n'avons que des pièces d'Aristophane et un petit nombre de pièces d'Aristophane pour résumer toute la comédie ancienne. Nous savons qu'il y a eu d'autres auteurs qu'Aristophane, mais nous connaissons des noms, mais ces auteurs, enfin la production de ces auteurs n'a pas été conservée jusqu'à nos jours. D'où vient la comédie? C'est une question qui se posait aux anciens et qu'Aristote a envisagée de manière claire dans un traité qu'il a écrit sur les origines du théâtre et sur les origines de la comédie en particulier, un traité qu'il a appelé Poétique. Et donc dans ce traité poétique, Aristote se demande qui a apporté les masques, qui a apporté le prologue, qui a défini le nombre des acteurs, qui a défini le genre au fond, qu'est la comédie, et il reconnaît qu'il ne sait pas quelle est l'origine de la comédie. Il dit à un moment, la comédie est née d'improvisation, elle remonte aux auteurs de ces chants phalliques, encore en honneur aujourd'hui dans maintes cités. Les chants phalliques. Alors de quoi s'agit-il? Les phallica en grec ancien, les promenades du phallos, la phallophorie, qui illustre cette céramique à figure rouge, datant donc du 5e siècle. C'est une cérémonie qui est visiblement très ancienne de l'aveu même d'Aristote, qui est très répandue de l'aveu même d'Aristote. C'est une cérémonie qui très probablement doit avoir une vertu propitiatoire, c'est-à-dire une vertu protectrice contre les difficultés de la vie. C'est une cérémonie qui doit certainement avoir aussi une vertu, je dirais, faisant l'apologie de la fécondité, très probablement. Mais on n'en sait guère plus sur ces chants phalliques, on n'en sait guère plus sur ces phallophories qui visiblement existaient dans, nous dit Aristote, maintes cités, et qui en tout cas existaient dans la cité où l'on a réalisé cette poterie vers 470 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la cité des Athéniens. Alors, des phallophories, si on porte le regard sur un autre univers culturel que la Grèce ancienne, on en trouve encore aujourd'hui dans ce festival traditionnel japonais du Honen Matsuri, comme on voit sur la photographie, mais là, bien entendu, le Honen Matsuri qui correspond très probablement à un rite très ancien aussi au Japon, mais nous sommes dans un univers tellement différent qu'on ne peut pas établir de comparaison. On peut remarquer une similitude, mais on ne peut pas établir de comparaison. Donc restons dans l'univers grec et constatons que il se peut que l'on puisse établir un lien entre des pratiques qui étaient assez largement répandues dans la Grèce ancienne, à Athènes éventuellement ailleurs, des pratiques consistant après un banquet pour les convives, à sortir dans la rue, si l'on peut dire, après avoir consommé pas mal de vin, donc des convives un peu éméchés sortant dans la rue et entonnant peut-être des chants phalliques et des convives donc formant une sorte de cortège. Il y a un terme grec pour désigner cela, le cortège organisé par des fêtards éméchés dans les rues. Ce terme, c'est le mot komos. Et les participants au komos sont des comédoi. Alors évidemment, dans Comédon, on trouve la notion de comédie, de comédien. Au moins sur le plan de l'étymologie, le lien entre la comédie et les chants phalliques est établi clairement. On ne saurait dire néanmoins quand le phénomène s'est produit, c'est-à-dire quand une fiction dramatique s'est introduite dans les phallicas, dans les cortèges, pour donner naissance à la comédie. La datation est difficile en ce domaine. Alors voilà, donc, d'où la nature du spectacle de façon tout à fait claire. On peut aller un petit peu plus loin en reprenant les analyses de Jean-Pierre Vernant, qui expliquait que la cité se fait théâtre, que la cité est un théâtre, et qu'elle se met en scène devant l'ensemble des citoyens dans un spectacle qui est ouvert à tous. Et cela peut se voir, par exemple, si l'on analyse le fonctionnement de la cérémonie théâtrale la plus spectaculaire, qui est le festival de Grande Dionysie, donc à la fin de l'hiver. La cité choisit, la cité désigne des poètes, des auteurs dramatiques qui vont
à qui on va commander 3 pièces de théâtre, une trilogie, 3 pièces de théâtre pour être montrées donc au public dans le théâtre de Dionysos. On choisit 3 poètes et à chaque poète on commande 3 tragédies. Et puis cette trilogie est accompagnée aussi d'une pièce supplémentaire qu'on appelle un drame satirique. Donc ceci va être donné dans le festival des Grandes Dionysies 3 jours de suite. Autrement dit, dans une journée, 3 tragédies plus un drame satirique, et le tout donc 3 jours de suite. C'était vraiment évidemment l'apothéose du théâtre. Dans le cas d'Eschyle, on sait que sa trilogie a été récompensée par le prix donc, des Grandes Dionysies en 458 avant Jésus-Christ. Il a participé sans doute plusieurs fois, mais en tout cas en 458 avant Jésus-Christ, c'est lui qui a été couronné par les Grandes Dionysies pour une trilogie qui comportait 3 pièces, comme ici il y a une trilogie, Agamemnon, les Coëphores et les Euménides. Et la particularité fait que cette trilogie, non seulement on en connaît la date, non seulement on en connaît l'auteur, mais on en a le texte qui nous a été transmis donc méthodiquement au fil du temps. C'est d'ailleurs la seule trilogie du théâtre athénien qui ait été conservée jusqu'à nos jours. Alors donc, il y a une organisation du spectacle, et cette organisation du spectacle tragique tout au moins, aboutit à mettre en scène sur le théâtre le déroulement entier d'une action. Et il y a 2 lieux dans le théâtre qui doivent être mentionnés, on y reviendra à propos du théâtre d'Épidore. Il y a le lieu où se tient une partie des acteurs, que l'on appelle le chœur, le chœur qui va commenter l'action, qui va questionner éventuellement les acteurs, qui va chanter, parce que le chœur chante, le chœur parle dans une langue très soignée, une langue très magnifiée, qui n'est pas la langue que l'on parle. On peut la comprendre, mais ce n'est pas la langue que l'on parle, c'est une langue un peu poétique au fond. Ce sont des maîtres lyriques qui sont employés pour la rédaction du texte. Et les acteurs, c'est le terme protagoniste qu'il faut employer pour les désigner. Le protagoniste désigne étymologiquement le premier acteur, l'acteur qui au départ est seul, et puis ensuite il y a eu plusieurs acteurs qui sont apparus. Donc le protagoniste, en grec moderne, c'est le terme qu'on emploie encore aujourd'hui pour désigner les acteurs. Eh bien, ces protagonistes vont évoluer donc dans un lieu précis aussi, à l'intérieur du théâtre, on en parlera tout à l'heure, et ils vont parler. Ils vont parler entre eux, ils vont dialoguer avec le chœur, et ils vont parler dans une langue qui est proche de la langue que l'on parle couramment. Donc une langue qui est facilement intelligible, qui est facilement audible, alors que la langue parlée par le chœur, c'est une langue que l'on comprend, mais on la comprend comme étant une langue très soignée et très magnifiée. Les personnages ne sont donc pas seulement des personnages que l'on voit, ce sont aussi des personnages que l'on entend, qui parlent la langue du commun des hommes, et donc à travers ce processus, il peut y avoir une identification, au fond, des spectateurs aux protagonistes. Identification parce que la pièce expose en fait un problème. Dans la représentation tragique, le héros qui est montré n'est pas simplement un exemple, il n'est pas simplement un modèle, il devient un problème. Le héros était un modèle dans l'épopée, mais dans le théâtre, dans la tragédie, il devient un problème. Le débat est profondément inscrit dans l'organisation même de l'œuvre, mais c'est aussi quelque chose qui est très consubstantiel à la psychologie des Athéniens. Le débat, c'est le débat entre des personnages qui sont choisis dans la mythologie. Les Perses d'Eschyle sont la seule tragédie portant sur un sujet qui n'est pas mythologique, la bataille de Salamine. Toutes les autres pièces, tout du moins toutes les autres pièces que nous avons conservées, de tous les autres tragiques que nous avons conservés, portent sur des sujets mythologiques. Donc les héros sont tirés de la mythologie, mais
ce sont des héros qui sont suffisamment anciens pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre ce que l'on voit sur le théâtre et ce que l'on vit dans la vie quotidienne, mais pas suffisamment anciens pour que les problèmes qui sont exposés sur le théâtre puissent être compris comme étant des problèmes que l'on peut vivre soi-même. Et de ce fait, ce n'est pas seulement l'univers du mythe qui est montré sur le théâtre, c'est la cité elle-même qui se trouve en quelque sorte impliquée, qui se trouve mise en question par le fonctionnement de la tragédie. Et dans la perspective tragique, l'homme et l'action humaine ne sont donc pas des réalités qu'on pourrait repérer, qu'on pourrait cerner, des essences, comme diraient les philosophes, mais ce sont des problèmes qui ne comportent pas forcément de solution, qui ne comportent même pas du tout de solution, des énigmes en quelque sorte. Et le héros tragique par excellence, c'est Édipe. Édipe, le déchiffreur d'énigmes par rapport au Sphinx, mais Édipe qui est lui-même une énigme, Édipe qui résout les énigmes, mais qui ne comprend pas qu'il est lui-même une énigme, qu'il ne parvient donc pas à déchiffrer, c'est le modèle du héros tragique des Grecs. Le tout au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on peut s'interroger naturellement sur la transmission du texte. Je vais raisonner sur l'exemple des Perses d'Échille. Échille est donc né sans doute vers 526 avant Jésus-Christ à Éleusis. Il est mort probablement en 456 avant Jésus-Christ à Gela, en Sicile. Et les Perses ont été donnés donc à Athènes, aux Grandes Dionysies, en 472 avant Jésus-Christ. Il se peut que les Perses aient fait partie d'une trilogie en 472 avant Jésus-Christ, même certainement, ouais, la pièce a fait partie d'une trilogie, mais les deux autres pièces n'ont pas été conservées. Alors, à quoi peut bien ressembler le texte d'Échille matériellement en 472 avant Jésus-Christ? Il est probable qu'il a été écrit sur des tablettes de bois enduites de cire ou peut-être sur des feuilles de papyrus. C'est probable, ce n'est pas sûr, parce qu'il faut bien comprendre que les pièces ont été composées pour être jouées dans les Grandes Dionysies, mais ces pièces ne sont pas un pur divertissement, on l'a bien compris. Il y a une dimension politique et religieuse à l'activité théâtrale. Et donc, les pièces qui ont été composées ne sont en principe pas destinées à être rejouées. Et donc, on va les perdre facilement de ce fait. Il n'est même pas sûr que le texte ait été noté complètement sur des tablettes de bois enduites de cire. Admettons qu'elle l'ait été. En tout cas, pour certaines pièces, certaines d'entre elles ont pu être considérées comme tellement bien réussies, tellement parfaites, qu'il valait la peine de les conserver afin éventuellement de les rejouer. Et donc, cela impliquait naturellement que l'on réalise des copies du texte initial ou que l'on note le texte initial afin de le recopier. Et dans le cas d'Échille, ces pièces ont été jugées suffisamment bonnes pour mériter ce traitement. On a donc copié et recopié au fil du temps le texte des Perses. Et à chaque copie, on s'est écarté un petit peu du texte initial. Il y a des variantes qui ont pu être introduites, des erreurs qui ont pu être commises, et cela a fini par être remarqué. À l'époque de Lycurgue, donc vers 330 avant Jésus-Christ, on est là environ 150 ans après Échille, la cité des Athéniens estime que c'est le désordre qui règne dans les textes d'Échille, et donc on choisit un texte officiel, le texte officiel de la cité à propos de la pièce des Perses. Mais ce texte a beau être officiel, c'est pas forcément un texte correct, un texte parfait, comme la pièce est, je vais parler en termes modernes, la pièce est en vers. Grâce à la métrique, on peut éventuellement détecter des erreurs, on peut considérer qu'il y a des évolutions problématiques. Donc, le texte de 330, le texte officiel, est peut-être un texte arrêté, mais ce n'est pas forcément un texte satisfaisant. On manque d'une édition scientifique, comme nous disons aujourd'hui. Et cette édition scientifique, elle va être donnée, elle va être procurée à la bibliothèque d'Alexandrie, vers 200 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où Aristophane de Byzance dirige la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est donc lui qui, en rapprochant certains papyrus comportant telle version du texte, d'autres papyrus comportant d'autres versions du texte,
en compensant les faiblesses d'un papyrus par les avantages d'un autre papyrus, eh bien, Aristophane de Byzance et son équipe réussissent à mettre au point un texte aussi correct que possible, aussi parfait que possible, aussi proche que possible du texte d'Échille, bien que nous soyons, à l'époque d'Aristophane de Byzance, environ, enfin 250 ans environ, après la création des Perses à Athènes. Ce texte de l'édition scientifique, ce texte, c'est celui que nous avons. Il s'est maintenu au fil du temps et il nous a été transmis. Mais comment? Plusieurs étapes ont été franchies. On peut considérer que la mise au point du texte définitif, c'est la première étape. Une deuxième étape va intervenir. Alors, le texte est mis au point donc vers 200 avant Jésus-Christ. À quoi peut-il ressembler? Les textes qui ont été préparés à Alexandrie concernant le texte d'Échille, nous ne les avons pas aujourd'hui. Les papyrus ont disparu depuis longtemps. Donc, à quoi peut ressembler un papyrus du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ? En voilà un. C'est un texte pour lequel les mots ne sont pas séparés les uns des autres. C'est un texte pour lequel les lettres ont toutes la même taille. Et donc, c'est un texte qui est très différent de ce que nous considérons, nous, comme un texte lisible et compréhensible. En tout cas, c'est comme cela que se présente très probablement le texte scientifique, l'édition scientifique réalisée à Alexandrie vers 200 avant Jésus-Christ. C'est donc, si on veut, la première étape. La deuxième étape intervient à l'époque de l'empereur Hadrien, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes environ 600 ans après Échille. C'est ce qu'on peut appeler le choix. À cette époque, donc 600 ans après le poète, la quasi-totalité de l'œuvre d'Échille probablement a été conservée. Il y a peut-être 80 ou 90 pièces qui ont été conservées. Et après tous ces siècles d'admiration pour Échille, cette masse de 90 pièces est une masse énorme, qui impressionne, qui rebute peut-être. Et donc, le besoin se fait sentir de pratiquer une sélection, de pratiquer un choix. Et dans ce choix, il y aura l'Orestis, c'est-à-dire la trilogie dont nous avons parlé, et puis il y aura 4 pièces ayant des caractéristiques intéressantes, originales, par exemple un sujet historique, les Perses, ou bien les 7 contre Thèbes, ou les suppliantes, et vous promettez enchaîner. Donc, un choix de 7 pièces est réalisé à l'époque d'Adrien, donc vers 130, 140 après Jésus-Christ, 600 ans environ après Échille. Ce choix nous a été transmis. Toutes les autres pièces ont disparu. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a la troisième étape qui intervient à la fin de l'Antiquité, dans le cas d'Échille peut-être vers le 5e siècle, après Jésus-Christ ou un peu après. C'est ce qu'on pourrait appeler la conversion, c'est-à-dire le passage du papyrus au parchemin. Le changement de support, comme nous disons aujourd'hui. Changement de support, passage du papyrus au parchemin. Le papyrus n'est pas abandonné du jour au lendemain, bien sûr, mais petit à petit, on voit que des textes antiques sont écrits sur parchemin. Pour les écrire, il faut les recopier, forcément. Et à l'époque, eh bien, on voit apparaître une évolution de l'écriture, une évolution de la forme de l'écriture. Il y a un nouveau support et on peut dire il y a une nouvelle écriture. Et cette conversion, eh bien, va affecter le choix qui avait été fait au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, les 7 pièces dont j'ai cité le nom tout à l'heure sont converties dans le nouveau support et la nouvelle écriture. Les autres pièces ne sont pas converties, elles disparaissent donc complètement. Alors, à quoi peut ressembler un texte qui a été ainsi converti, écrit sur parchemin et qui va par la suite, à partir du IXe siècle, être copié et recopié? Ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire, donc, le nouveau support, c'est le parchemin, différent du papyrus. La nouvelle écriture amène à distinguer ce que nous appellerions, nous, des majuscules et des minuscules. Les mots sont désormais séparés les uns des autres. Et il y a un système d'accent, un système d'esprit qui a été mis en place. Et donc, ce texte-là, bien qu'il soit très ancien, celui que vous avez sous les yeux, c'est un texte d'Euripide qui a environ 1000 ans, hein, eh bien, 1000 ans par rapport à nous, et donc à peu près 1500 ans par rapport à Euripide, ce texte-là nous paraît compréhensible, je veux dire, si on sait lire l'alphabet grec, évidemment, mais nous paraît proche de ce que nous considérons comme un texte, alors que le texte du 3e ou du 2e siècle avant Jésus-Christ nous paraît quasiment illisible, quasiment incompréhensible. Alors, si nous restons sur Échille, les 7 pièces d'Échille qui avaient donc été choisies, puis qui avaient été ensuite converties
dans le support parchemin, ces 7 pièces d'Échille, elles finissent par se trouver dans la bibliothèque du palais à Constantinople, à l'époque de l'archevêque, c'est-à-dire à l'époque du patriarche Photios, qui va entreprendre, lui et tout un atelier, lui et ses successeurs, vont entreprendre de rassembler les grandes œuvres de la littérature antique, pas seulement Échille, et d'organiser un système de copie des manuscrits, de façon à ce qu'il y ait plusieurs exemplaires de chaque texte. Dans le cas des Perses d'Échille, on peut penser que le manuscrit qui fait ainsi l'objet d'une copie, eh bien, est copié aux alentours de l'an 1000. Plusieurs copies sont réalisées dans les décennies qui suivent. Vous avez là la photographie d'une page de l'une de ces copies, que l'on appelle le Médicéus. Le manuscrit porte ce nom. Il est conservé aujourd'hui à la bibliothèque ancienne à Florence. Et pourquoi? Eh bien parce que cette copie donc, du manuscrit d'Eschyle, réalisé à Constantinople, a fini par arriver au XVe siècle à Florence. Un seul manuscrit, parmi tous ceux qui avaient été copiés à partir de l'an 1000, un seul manuscrit s'est conservé et a fini par arriver à Florence. Au XVe siècle, il n'est pas le seul, probablement. Probablement qu'à Constantinople, devenu Istanbul après 1453, si on veut simplifier les choses, à Constantinople, Istanbul, il est probable qu'il y a encore quelques copies du manuscrit d'Eschyle. Mais ces copies qui pouvaient peut-être subsister au XVe siècle, aujourd'hui ne subsistent pas. C'est-à-dire que de ces copies qui ont été réalisées autour de l'an 1000, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul exemplaire. Un seul exemplaire conservé, un seul exemplaire qui nous a transmis le texte d'Eschyle. Si ce manuscrit était resté à Constantinople, il est vraisemblable qu'il aurait disparu, comme les autres qui ont disparu aussi. Et pourquoi faut-il insister là-dessus? Parce que nous en arrivons maintenant à la 5e étape, qui est le passage à l'édition imprimée. Le choix des pièces d'Eschyle est imprimé dans les ateliers d'Aldemanus à Venise en 1518. À partir du moment où le texte est imprimé, il est sauvé, puisqu'il est imprimé en plusieurs exemplaires, il peut être réimprimé, il peut être traduit, il peut être copié, numérisé très facilement. Et donc, tous les manuscrits qui n'ont pas qui n'ont pas connu cette étape de l'impression, et tous les manuscrits qui ne se sont pas conservés jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont existé au XVe siècle et qui ne se sont pas conservés jusqu'à maintenant et qui n'ont pas été imprimés, eh bien, ont complètement disparu. Il faut comprendre que dans l'Empire ottoman, l'imprimerie n'est connue, n'est utilisée qu'à partir du XIXe siècle. Alors qu'à Venise, donc, on imprime à la fin du XVe siècle et puis bien sûr au XVIe siècle. Donc c'est très émouvant, je trouve, de considérer le parcours de la pièce des Perses. Elle est créée en 472 avant Jésus-Christ, elle finit par être imprimée en 1518 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 1990 ans plus tard, presque 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, le texte a évolué, il a circulé, il a été copié et recopié, il a changé à plusieurs reprises d'écriture et de support, mais il est arrivé un moment où, vers la fin du Moyen Âge, ce texte-là n'a plus existé qu'en un seul exemplaire. Un seul exemplaire qui nous a transmis le texte de la tragédie, un seul exemplaire qui aurait pu ne pas subsister, qui aurait pu ne pas être imprimé, et donc le texte de la tragédie aurait pu ne pas nous être transmis. Beaucoup de textes dont on sait qu'ils ont existé n'ont pas eu cette chance et ont disparu corps et bien, donc à tel ou tel moment. Il n'est pas impossible de retrouver, selon différentes modalités, de retrouver un manuscrit inconnu. Ça se produit de temps en temps. C'est possible, mais la probabilité est évidemment très faible. Alors pourquoi donc ce texte d'Échille nous a-t-il été transmis? On a vu comment il a été, mais pourquoi? Eh bien parce que dès le début, dès l'Antiquité, le texte d'Échille a été apprécié, a été admiré. Dès le début, la pièce a été considérée comme une réalisation majeure, comme, disons, un chef-d'œuvre. Et ces pièces d'Échille et des autres tragiques grecs sont devenues des classiques que l'on a étudié, que l'on a recopié, que l'on a copié et recopié. Et c'est à la fois le regard qui était porté sur ces pièces et l'effort de copie et de recopie au fil du temps qui a garanti leur transmission jusqu'à nos jours.